Dans cette vidéo, je vais analyser 3 études de cas en direct de 3 personnes différentes, mais toutes désireuses d'investir dans l'immobilier. 3 personnes avec des objectifs différents, avec des situations différentes. Certains ont de l'épargne, d'autres n'en ont pas. Certains gagnent un salaire, d'autres n'ont pas de salaire. Et vous allez voir que même si on fait souvent des généralisations sur cette chaîne YouTube quant à la matière de l'immobilier et la manière de s'y prendre, en fonction des caractéristiques précises de votre profil et surtout de votre objectif, est-ce qu'il est de devenir rentier, de préparer votre retraite, de mettre vos enfants à l'abri, parce que oui, ce sont 3 objectifs différents, et bien disons métaphoriquement que la montagne ne s'attaque pas par le même versant. Alors probablement que parmi les 3 situations que j'ai choisi d'analyser aujourd'hui, parmi les dizaines que j'ai reçues ces derniers jours suite à la publication de ma story Instagram, parce que oui, ce sont des vraies personnes, des vraies études de cas, et bien il y en a probablement une dans laquelle vous allez pouvoir vous retrouver et dont la réponse, j'espère, vous inspirera. En tout cas, c'était le but. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez intéressant ce genre de format et je vous en ferai un petit peu plus dans le futur. Bref, trêve de flagornerie, passons tout de suite au premier cas. Alors cette première analyse se penche sur un jeune homme qui s'appelle Pierre, qui a 18 ans, qui est en alternance actuellement et qui gagne 700 € par mois et qui malheureusement a perdu son papa à l'âge de 14 ans. Il a donc été élevé par sa mère et sa sœur et son père lui a laissé un héritage de 275 000 € liquide a priori d'après ce que j'ai compris. Pierre, il a un objectif en tête, c'est de mettre sa mère et sa sœur à l'abri le plus vite possible en développant des rentes immobilières. Son obstacle principal, c'est la peur de faire des erreurs, de se tromper, de faire perdre du temps et perdre des chances à tout le monde au sein de sa famille, qui, comme vous l'avez compris, est vraiment le fil conducteur de tout son message. Alors ici, on est face à un profil jeune, avec un matelas d'épargne très confortable, mais un revenu assez faible. 700 € de salaire par mois, c'est un bon début, mais c'est pas ce qui va permettre d'aller lever de la dette et d'utiliser l'effet de levier de bancaire pour pouvoir s'enrichir dans l'immobilier, qui, comme vous l'avez compris, à force de suivre cette chaîne YouTube, est le principal effet de valeur auquel on a accès dans cette matière. Alors, en écoutant l'histoire de Pierre, il y a une solution, un véhicule fiscal et qui est en fait une super opportunité pour toute personne qui souhaite faire du business en famille et qui souhaite compenser les points faibles de l'un par les points forts de l'autre. Parce que oui, en réalité, quand on investit au sein d'une société, on peut parler de SCI, de SARL, etc., et bien même si vous n'avez pas de revenus, vous avez quand même la possibilité d'emprunter parce que c'est pas vous qui empruntez, c'est la société qui emprunte, société dont vous êtes actionnaire à hauteur de 20, de 30, de 50, de 70% des parts. Alors certes, si vous avez 90% d'une SCI et que vous ne gagnez pas de salaire et que 10% des parts sont pour votre mère qui, elle, gagne un salaire, ça ne le fera pas. Mais dans une homéostasie cohérente, admettons que vous ayez 33% des parts et pas forcément de salaire, mais que vos 2 associés qui ont eux tous deux 33% d'épargne mais qui eux ont un salaire, eh bien disons que leur revenu pourra compenser votre absence de revenus et peut-être que votre épargne pourra compenser leur absence d'épargne. Mais revenons-en à nos moutons pour ce qui est de la situation de Pierre. Le premier véhicule auquel je pense, c'est la SARL de famille. Également appelée SARL familiale, c'est une structure commerciale dans laquelle vous allez pouvoir réaliser tout un tas d'opérations immobilières, que ce soit du meublé, pas de meublé, puisque la SARL, comme son nom l'indique, a une vertu commerciale. Vous pouvez d'ailleurs avec la SARL acheter non seulement de l'immobilier, mais pourquoi pas des parts de restaurants, pourquoi pas des fonds de commerce, de je ne sais quoi, une boîte de bâtiments, enfin bref, vous pouvez tout acheter avec cette SARL de famille qui a en plus de ça un avantage assez important, qui est que c'est une structure dite transparente fiscalement, ce qui veut dire que chaque bénéfice réalisé à l'intérieur de la société peut être redispatché auprès de chacun des associés et donc chacun des associés peut, s'il y est éligible, bénéficier du statut de loueur meublé non professionnel. Ce qui veut dire que vous pouvez acheter à plusieurs avec une SARL mais que les gains soient imposés séparément dans chacune de vos tranches marginales d'imposition et si vous faites du meublé sous le régime loueur meublé non professionnel qui a tout un tas de vertus dont on a déjà abordé sur cette chaîne YouTube. Ici, ça permettra à Pierre de réunir non seulement sa famille au sein d'un véhicule commun qui ne les engage pas en totalité comme ce serait le cas d'une SCI à l'IS par exemple, puisque comme son nom l'indique, c'est une société civile et donc chaque associé est caution à hauteur des dettes de la société. Si la société doit 500 000 €, que vous n'arrivez plus à payer, vous déposez le bilan, et bien la banque pourra venir saisir vos biens propres et votre épargne personnelle. Dans le cadre de la SARL, les associés sont caution à hauteur de leur part et des apports qu'ils ont apportés dans la société, ce qui en fait une protection beaucoup plus importante, mais revêt de la médaille plus de difficultés à faire financer les opérations. Gros avantage du fait d'investir à plusieurs et notamment en famille pour ce qui est de notre cas, c'est que dans le calcul de l'endettement
et du risque que va faire la banque sur l'opération et sur votre tête, elle va non seulement prendre en compte vos revenus, en l'occurrence les revenus de Pierre ici présent, mais également les revenus de sa maman et les revenus de sa sœur, le tout venant s'additionner dans un package global qui va permettre de faire plus d'opérations et plus facilement. D'autant plus que si l'objectif principal est de mettre sa sœur et sa mère à l'abri, probablement qu'en créant une structure à 3, à partir du moment où lui le sera, elles le seront aussi. En faisant une structure proportionnée à 33, 33, 33, avec comme deal principal que c'est Pierre qui va s'en occuper à partir de maintenant, ça va leur permettre petit à petit, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, en fonction de la vitesse à laquelle ils vont aller, de potentiellement vivre en partie, voire en grande partie de leurs revenus fonciers. Deuxième piste de réflexion sur laquelle je m'attarderai à la place de Pierre, c'est d'aller chercher la création de valeur. Quand on veut progresser assez vite dans la sphère de l'immobilier et qu'on veut vraiment faire un bond en avant à chacune de nos opérations, il faut aller chercher de la création de valeur et pas uniquement de l'acquisition de valeur. Pour illustrer mon propos, prenons un exemple assez concret. Cas numéro 1, vous achetez de la valeur. Par exemple, vous trouvez un bel appartement bien placé dans une ville que vous connaissez, un quartier attrayant qui va potentiellement prendre de la valeur au fur et à mesure du temps, qui est déjà loué 800 € par mois et vous permet un rendement locatif de 10%. Dans ce cas-là, vous n'avez rien créé, vous avez tout simplement acheté un actif financier qui lui-même avait déjà été créé et packagé pour un investisseur locatif. Deuxième cas de figure, vous allez acheter un taudis dans cette même ville, au même endroit, dans le même quartier. Vous allez le payer bien moins cher que le prix de marché, vous allez faire des travaux que vous allez maîtriser astucieusement et le coût de revient global de votre opération va être inférieur encore à son prix de marché. Ce qui veut dire qu'entre ce que vaut l'appartement que vous avez et ce qu'il vous a coûté, il y a un gap. Et ce gap, c'est ce qu'on appelle de la plus-value. Et c'est pour ça que pour générer une plus-value dans l'immobilier, on peut soit attendre que le temps passe et au fur et à mesure du temps, il est fort probable que si vous avez sélectionné un bon emplacement, le prix de chaque mètre carré de la rue dans laquelle vous avez investi va continuer d'augmenter. Mais vous avez aussi la possibilité pour aller plus vite d'aller créer de la valeur à l'intérieur de vos biens. Pour ça, Pierre retient qu'il y a 3 procédés, 3 typologies d'opérations qui vont te permettre de créer ce gap et de gagner beaucoup d'argent tout de suite, te permettant ensuite d'arbitrer régulièrement ton patrimoine et petit à petit de gravir les échelons, tu m'as compris. Typologie d'opération numéro 1, les opérations de rénovation. À partir du moment où tu réalises ce travail d'acheter quelque chose de pourri, de le rénover à faible coût et de le remettre sur le marché, dans la grande majorité des cas, tu auras généré de la valeur. Et cette valeur, elle a un coût et elle a un prix. Et le jour où tu décideras de vendre cet appartement, tu l'encaisseras sous forme d'une plus-value. Deuxième typologie d'opération, la division foncière. À l'échelle du territoire national, dans la grande majorité des villes, les petites surfaces sont pondérées plus chères que les grandes surfaces. Ce qui veut dire que chaque mètre carré d'un appartement de 20 mètres carrés sera loué en moyenne plus cher que chaque mètre carré d'un appartement de 100 mètres carrés. Ça tout simplement parce qu'il y a une vraie tension locative sur les petites surfaces, beaucoup plus que sur les grandes surfaces. Et par effet un peu plancher des prix du marché immobilier, un appartement, on le loue pas en général moins de 350 € par mois, même s'il fait 15 mètres carrés. Et un 15 mètres carrés en région parisienne, ça peut coûter beaucoup plus cher que 350 € par mois. C'est la raison pour laquelle un des typologies d'opérations qui peut valoir le coup est par exemple d'acheter un grand T3, de le diviser en 2 T2 et de louer ces 2 T2 indépendamment. Fais le test et tu verras que dans 90% des cas, les 2 T2 séparés se loueront plus cher que le grand T3 en un seul morceau. Voilà dans les grandes lignes ce que m'évoque ta situation et les pistes d'orientation sur lesquelles j'irai creuser. Étude de cas numéro 2, celle de Dylan qui est un homme de 29 ans, pacsé, père de 2 enfants. Avec sa femme, il gagne à eux deux 67 000 € par an net et ont 25 000 € d'épargne de côté. Un patrimoine net de 50 000 €, principalement constitué d'une résidence principale, je suppose, avec comme objectif de préparer leur retraite, plutôt un objectif long terme. Ils sont actuellement en train d'étudier un deal, un T2 de 52 mètres carrés, acheté 80 000 €, frais d'agence 6 400 €, frais de notaire 7 050 €, travaux 7 000 € pour une location de nue derrière à 600 € par mois, une taxe foncière de 485 € et des charges de copro de 635 € par an. Leur obstacle principal actuellement est qu'ils ne savent pas comment passer à travers le taux d'endettement et les apports financiers nécessaires sur les projets. On est bien face à un couple de jeunes actifs qui gagnent à peu près 2 500 € par mois chacun et qui sont dans cet état d'esprit où ils se posent la question, comme beaucoup de gens en fin
fin de compte, ok Tim, je vois comment acheter un premier appartement, mais comment est-ce que je vais faire pour acheter un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, en termes d'apport, de taux d'endettement, etc., etc. En fait, cette problématique de comment est-ce que je vais faire le deuxième alors que j'ai pas encore fait le premier, je la rencontre chez plein d'investisseurs différents au quotidien. Et voici en résumé 3 pistes de réflexion que j'aurais pour toi Dylan. Numéro 1, choisis ton combat. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé des 3 chemins qu'il existait pour devenir millionnaire en termes de patrimoine. Le chemin de l'épargne, le chemin de l'entrepreneuriat ou le chemin du jeu d'actifs ou de l'investisseur professionnel. Et vous avez compris qu'en fait, c'était des trajectoires complètement différentes qui peuvent certes vous amener vers le même objectif, mais qui ne vous demanderont pas de travailler sur les mêmes matières et les mêmes aspects de votre vie. Ici, et c'est la première étape, il est important de définir dans quel type de schéma tu souhaites t'inscrire. Est-ce que tu es plutôt sur le volet de l'épargne, auquel cas tu tâcheras d'augmenter tes revenus le plus possible parce que c'est ça qui te permettra d'acquérir des actifs, ou alors est-ce que tu es plutôt dans le volet de l'investisseur, c'est-à-dire que tu vas acheter des biens pourris, les diviser, les transformer, les rénover, aller créer de la valeur à l'intérieur de ces actifs pour pouvoir créer un gap et franchir les paliers patrimoniaux petit à petit grâce à ce jeu d'actifs. De manière générale, retiens une chose, ça fonctionne toujours en marche d'escalier. J'achète, je ne peux plus acheter, j'arbitre mon patrimoine, je liquide une partie de mes positions, je récupère du capital et avec ce capital, je peux à nouveau acheter jusqu'au prochain plafond de verre et le jeu se passe comme ça jusqu'à des millions d'euros de patrimoine. Alors évidemment, parmi ces 3 schémas, on peut faire un mix entre 2 itinéraires, mais il faut malgré tout que tu aies un cheval de bataille. Est-ce que tu es un bon épargnant qui va sélectionner soigneusement des actifs ou est-ce que tu es un investisseur qui sait comment bonifier un actif, qui va chercher à les repérer, à les améliorer pour potentiellement un jour les revendre? Deuxième piste de réflexion et qui rejoint un petit peu la réflexion qu'on avait sur Pierre juste avant, achète un bien immobilier comme si tu avais déjà l'objectif au moment de l'acheter de le revendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de créer de la valeur à l'intérieur de ton bien. Je sais, vous allez dire que je rabâche, mais c'est vraiment une maîtrise qui peut faire la différence sur votre patrimoine. Acheter un appartement tout prêt, clé en main, qui est déjà loué, ou créer le projet en partant d'un taudis, en le rénovant, en faisant quelque chose à l'intérieur et ensuite en le proposant à la location. Le résultat final en termes de loyer va peut-être être le même, par contre en termes de coûts et d'argent généré, je peux te garantir que la deuxième solution sera bien plus profitable pour toi. Et il faut pas se leurrer, la banque quand elle va regarder ce que tu as fait la première fois, quand tu vas lui dire bah voilà j'ai fait mon premier appartement, je l'ai loué, j'aimerais emprunter pour en faire un deuxième. Si jamais tu lui indiques que ton appartement tu l'as payé 80 000 euros, que grosso modo il vaut 80 000 euros et qu'il te reste encore 80 000 euros à rembourser, bah elle va pouvoir te suivre bien sûr, mais ça va pas la faire rêver. À l'inverse, si tu lui indiques qu'il ne t'a coûté que 60 000 euros alors que son prix de marché est de 80 000 euros, cela veut déjà dire qu'en une seule opération, tu as en fait gagné 20 000 euros de plus-value qui sont encore non réalisés tant que tu n'as pas vendu, mais qui seront réalisés le jour où tu décideras de vendre. Et ça fait en tout cas un gap entre ton passif et ton actif, entre tes dettes et ce que vaut ton portefeuille immobilier. Et ce delta entre l'actif et le passif, c'est quelque chose que la banque va regarder précieusement chez un investisseur professionnel afin de savoir véritablement s'il sait créer de la valeur ou pas. Enfin, troisième piste de réflexion pour toi, renseigne-toi sur ce qu'on appelle l'achat-revente partielle. L'idée va être d'acheter non pas un seul lot, mais un groupe de lots, par exemple un grand plateau que tu vas diviser en 3 appartements. Et sur les 3 appartements, tu vas décider d'en revendre un seul sur les 3 en faisant une demande à la banque de levée d'hypothèque partielle. Admettons que la banque, elle t'a prêté une somme de 150 000 euros pour réaliser tes 3 appartements. Cela veut donc dire qu'elle a pris une hypothèque à hauteur de 150 000 euros sur la totalité des 3 appartements, mais si on divise, ça fait bien 50 000 euros par appart. Cela veut dire qu'en cas de revente d'un des appartements, la banque s'attendra naturellement à ce que tu lui rembourses 50 000 euros, un tiers de l'hypothèque qu'elle a prise, afin d'être sûr que tu sois toujours au même niveau en termes de risque et de garantie en face. Maintenant, admettons que ton projet t'a coûté 150 000 euros pour faire ces 3 appartements, mais que tu arrives à en revendre un pour une valeur de 100 000 euros. Cela veut dire que la valeur de ton parc est supérieure à la valeur de garantie qu'a pris la banque dessus. Et donc, il y a un delta entre ce que tu vas devoir rembourser à la banque et ce que tu vas encaisser le jour de la vente de ce fameux appartement. Sauf que comme l'hypothèque est globale, dans les faits, la banque elle est autorisée, même si tu vends un appartement 100 000 euros et que tu as encore 2 appartements, à te demander les 100 000 euros parce qu'elle a une hypothèque globale sur la totalité de tes 3 appartements. Maintenant, admettons que tu sois capable de lui fournir une attestation notariée comme quoi les 2 appartements restants valent bien eux 50 000
€ et que cet appartement que tu revends est celui qui générait le maximum de plus-value, eh bien tu vas pouvoir négocier avec elle une levée d'hypothèque partielle, c'est-à-dire de dire écoutez monsieur le banquier, moi j'ai revendu cet appartement 100 000 €, vous avez dessus une garantie à hauteur de 50 000 €, j'aimerais donc vous rembourser 50 000 € dès le jour de la signature et garder les 50 000 € restants dans ma poche afin de repartir sur une nouvelle opération. Et ça, c'est ce qu'on appelle une opération d'achat-revente partielle, qui est une opération assez complexe, mais qui permet en fait à chaque fois que tu vas faire un achat d'en revendre un petit bout et grâce à la plus-value générée de repartir sur le coup d'après. Voilà en tout cas les 3 pistes que je creuserais si j'étais à ta place. Étude de cas numéro 3, il s'agit d'Anthony, un homme de 30 ans qui est pacsé, qui est récemment fiancé, félicitations à lui, qui n'a pas encore d'enfant, qui est gérant de 2 sociétés, une dans l'alimentaire, une dans le bâtiment, qui lui rapporte 1 500 € par mois de salaire de manière régulière et a priori 40 000 € de dividendes à la fin de cette année, encore une fois félicitations. Sa femme de son côté, avec qui il souhaite réaliser des projets immobiliers, est assistante dentaire et gagne 1 900 € par mois. Leur objectif principal est de développer des revenus fonciers pour pouvoir élever une famille sans souci d'argent et l'obstacle auquel ils font face principalement, c'est qu'ils ne savent pas par où commencer. Alors évidemment, c'est toujours le plus dur quand on se lance dans l'investissement, c'est qu'en fait, il y a plein de typologies d'opérations différentes et il y a plein de trucs qu'on peut faire. On peut acheter sa résidence principale pour faire un aller-retour en résidence principale. On peut acheter un appartement, on peut acheter un petit immeuble quand on le peut. Le local commercial pour son activité professionnelle. Enfin bref, il y a plein d'endroits par lesquels on peut commencer l'aventure. Et je vais vous dire, le plus important dans tout ça, c'est tout simplement de la commencer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de se lancer, de mettre le pied à l'étrier. En général, le plus tôt sera le mieux puisque chaque mois qui passe, c'est du temps de remboursement de crédit que vous aurez payé et donc du patrimoine qui va s'accumuler sur votre tête. Alors cependant, au vu de ton secteur géographique qui est un mix entre du touristique et de l'étudiant, si j'ai bien compris, je dirais qu'il y a 2 typologies d'opérations qui peuvent vachement s'inclure comme première opération quand l'objectif c'est de générer évidemment du cash flow pour pouvoir partir rapidement sur la deuxième, la troisième, etc. Numéro 1, la colocation touristique. Le but du jeu va être d'acheter un grand T3 ou un grand T4 et de le louer à différents étudiants sous forme d'une grande colocation. Idéalement une colocation meublée que tu vas louer à des étudiants du 1er septembre jusqu'au 30 juin de chaque année. À la fin de l'année, tu vas déjà leur faire signer un contrat de bail pour l'année d'après s'ils le souhaitent, mais dans tous les cas, tu vas leur expliquer que pour ce qui est du mois de juillet et du mois d'août, l'appartement ne sera pas disponible, qu'il faudra qu'ils enlèvent l'entièreté de leurs affaires, ce qui pour une majorité d'entre eux d'ailleurs les arrangera, pas payer de loyer pendant l'été, pouvoir rentrer chez les parents sans avoir de charges, c'est en général quelque chose qui est arrangeant. Et ce parce que pendant le mois de juillet et le mois d'août, tu vas tenter de louer cet appartement en Airbnb. Tu es déjà sur un appartement 4 pièces, meublé, tout équipé, donc tu n'as absolument rien à changer et tu vas pouvoir tirer parti des 2 mondes, faire la location courte durée l'été et la location longue durée l'hiver avec des étudiants. Deuxième typologie d'opération sur laquelle tu vas pouvoir travailler, c'est la division d'appartements. Comme on l'a vu précédemment, il y a une forte tension au niveau national sur les petites surfaces et donc en achetant un grand T3 en le divisant en 2 T2, tu vas augmenter la pondération de chaque mètre carré alloué et en général, si tu as bien fait tes calculs, c'est une opération qui est plutôt gagnante. En plus, le jour où tu auras besoin d'arbitrer afin de récupérer du capital, de repartir sur autre chose, ce sera plus simple de pouvoir les revendre chacun séparément. Pour la même somme d'argent, on va dire grosso modo, ça te permettra de liquider plus facilement certaines positions de ton parc en cas de besoin. En plus de ça, comme tu aides la partie au niveau des travaux, tu peux tout à fait faire facturer les travaux par ta propre société, réaliser les travaux et c'est ce que font d'ailleurs énormément de personnes qui travaillent dans le bâtiment. Ils créent une SCI, cette SCI va faire des acquisitions immobilières, va employer leur propre société pour faire les travaux et la boucle est bouclée, ça devient un cercle vertueux. Voilà pour ces 3 études de cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de format, si vous aimeriez que j'en fasse plus régulièrement ou si vous trouvez ça sans intérêt. À ce moment-là, j'en ferai plus bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, plein de courage pour vos investissements. C'était Tim. Ciao!